va pouvoir commencer du coup. Alors, connexion non violente, qu'est-ce que c'est de base? C'est un projet qui est né, il y a à peu près un mois et demi dans ma tête, qui se base sur ce que font, certaines personnes, notamment du côté de Healthy Gamer aux États-Unis. Et l'objectif, fondamental de, connexion non violente, c'est d'essayer de permettre aux gens d'apprendre à mieux vivre avec eux-mêmes, parce que effectivement, c'est difficile de contribuer à un groupe, d'aider les autres, si déjà, au fond de soi, on est à zéro de mana, qu'on est totalement HS. Donc, génial. L'idée, c'est vraiment d'apprendre les bases pour, bien, presque s'aimer, reposer une relation en tout cas plus saine avec soi-même. Et alors que certains, effectivement, ça revient souvent dans notre société actuelle, mentionnent que le fait que prendre soin de toi, c'est de l'égoïsme. Oui, mais non. À mes yeux, effectivement, si je prends soin de l'autre, en me négligeant moi-même, en ne faisant pas attention à moi, j'entretiens la négligence et non pas le soin. Avant d'apprendre à bien contribuer aux autres, hem, apprendre peut-être un peu à s'aider soi-même, à prendre soin de soi, à établir une certaine, harmonie intérieure, on va dire. Ça, c'était vraiment l'idée de base, c'était de réussir à poser auprès de la communauté des gamers, ces idées-là parce qu'effectivement, les gamers sont une communauté qui est relativement mal comprise, de par, le monde, notamment le milieu médical. Par exemple, ça a été, décrit comme une addiction, le gaming, par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé en 2018. Et effectivement, ça peut être une addiction, ça je ne le remets pas en cause effectivement, mais je le vois plutôt comme un mécanisme d'adaptation. Effectivement, il y a des éléments dans la vie qui font que ça va plutôt bien, ça va plutôt mal en cet instant. Je me sens heureux, je me sens joyeux, mais parfois aussi je me sens en souffrance. Et le gaming est un outil extrêmement puissant pour mettre un pansement sur cette souffrance, pour dire là ça va aller, passe sur Zelda, et ta journée qui a été compliquée, qui a été douloureuse, bah elle ira un peu elle ira un peu moins mal. Et du coup, c'est pas totalement une addiction, c'est plutôt un mécanisme de la personne afin de se protéger elle-même. Cependant, parfois, ce mécanisme va prendre une telle ampleur que ça peut être problématique pour la personne. Effectivement, si tu passes, allez, on va dire, je sais pas, même 12 heures de suite à être sur ton PC à jouer, mais que tu viens de finir tes examens, que tu as bossé comme pas possible, que tu t'es donné pour tes examens, et qu'ensuite tu as envie de décompresser, de faire une journée de 12 heures de WoW, en soi, ça te nuit pas à toi, ça nuit pas à ton environnement, ça ne nuit pas à des choses qui sont importantes pour ton développement personnel. Le gaming n'est pas, en soi, un problème. Mais par contre, si à l'inverse, tu te retrouves la veille de ton examen à faire un raid jusqu'à 4 heures ou 5 heures du matin et que du coup tu oublies de te lever pour ton examen, ou que tu dors pendant l'examen, là on peut se dire: «Est-ce que ma manière d'interagir et de jouer est un problème?» Donc voilà, c'est pour ça, la communauté des gamers, c'est une communauté qui est un petit peu particulière, qui est pas forcément très bien comprise, et une communauté à laquelle j'appartiens. Donc je reviendrai un peu plus tard sur, mon parcours, mais en attendant, l'idée est celle, que j'appartiens à cette communauté, que j'en ai une certaine compréhension et que j'ai envie de contribuer à la communauté qui m'a vu grandir, à la communauté dans laquelle je me plais, une communauté que je trouve fantastique parce que le gaming n'a pas que des aspects, négatifs. Il a aussi énormément d'aspects positifs, de développement de compétences, mais aussi, d'autres, éléments, des compétences sociales, des compétences, aussi, de dénombrement, d'optimisation. Il y a énormément de choses qui sont très valorisables dans le gaming et c'est pas tout noir ou tout blanc. Il y a certains usages qui vont faire que ça va être un peu plus compliqué. Mon idée, mon objectif en tout cas, c'est de venir en aide à la communauté des gamers lorsque ceux-ci se sentent un peu alourdis par les blessures du passé, et c'est leur offrir un endroit où
ou régène en fait, ou possiblement soigner les blessures du passé et permettre, d'avancer plus sereinement. Pourquoi est-ce que je le fais en streaming plutôt que d'essayer, je sais pas, de recruter sur des forums ou quoi que ce soit, de trouver des personnes qui vont mal et de les aider? Je le fais parce que je pense que, en plus de la personne que je vais aider, que je vais accompagner, après si ça l'aide ou pas, j'espère que ça l'aidera, c'est vraiment mon objectif, mais c'est aussi interagir avec, la communauté, créer une communauté et lui permettre, d'en apprendre plus sur les mécanismes du cerveau, d'en apprendre plus sur les mécanismes de la personne, comment elle va faire pour se protéger, quelles vont être, les choses qui peuvent être tellement ancrées dans la personne qu'elle ne les distingue même plus de sa personnalité, mais des mécanismes qui peuvent en soi lui nuire et avancer avec ça. Donc j'ai l'intention de faire, un format qui permettra à chacun d'apprendre un petit peu en venant regarder les vidéos, de comprendre certains éléments et dans un voilà et dans un autre côté, pour la personne qui est aidée, eh bien, d'y voir plus clair, dans ce qu'elle vit. Donc ça, c'est un peu les idées, principales et je vais donc, approfondir sur les différents éléments de ce format. Donc, parmi les différents éléments, il va y avoir des entretiens individuels, des groupes de discussion et des modules thématiques. Alors, pour ce qui est des entretiens individuels, ça va être moi avec une personne en stream. Donc, il y a un lien sur, normalement sur Bio, je crois, pour s'inscrire sur un formulaire. Si vous souhaitez rejoindre, que ce soit un entretien individuel ou un groupe de discussion. Les entretiens individuels, ça va être une personne avec moi dans le stream et on va prendre le temps d'aborder les sujets que la personne souhaite aborder, des sujets qui lui pèsent dessus par exemple, et pour le dire un peu en termes de gamer, les debuffs qu'elle s'est pris par le passé, les cicatrices qu'elle peut avoir, les blessures, et ensemble essayer d'entamer un processus de guérison qui passe notamment par la prise de conscience de ce qui se passe en soi, de comprendre comment est-ce qu'on en est arrivé là, de comprendre maintenant qu'on en est arrivé là, qu'on voit bah, pourquoi j'ai cette blessure, pourquoi est-ce que j'agis ainsi, pourquoi est-ce que j'ai ce comportement, parce que les comportements qu'une personne a sont la plupart du temps logiques, sont en cohérence avec leur passé, leur expérience antérieure, et donc c'est faire la lumière sur comment j'en suis arrivé là, et à partir de là, comment avancer de la manière la plus souhaitable possible. Donc ça va être pour les entretiens individuels. Pour les groupes de discussion, ça va être d'organiser un partage avec empathie et bienveillance qui va permettre à chacun de voir qu'en soi, il n'est pas seul, que certes ces problèmes lui sont uniques, mais que d'autres peuvent avoir des expériences similaires, que d'autres peuvent partager la même douleur et trouver un soutien dans un groupe de partage qui durera pendant 4 à 6 séances. Voilà, donc en tant qu'accompagnateur, j'animerai les échanges et je vais tenter de les centrer sur OSBD, sur observation, sentiment, besoin et demande. C'est la base de la communication non violente et c'est à partir de là, je pense que ces groupes pourront apporter au mieux aux personnes qui sont présentes, mais aussi aux personnes qui regardent. Alors, ensuite, il va y avoir un troisième type de format, ça va être les modules thématiques. Donc, lorsque ce ne sera pas des entretiens individuels ou des groupes de discussion, j'ai l'intention de structurer mon propos autour de thématiques qui sont reliées à la communication non violente et aux propos qu'a pu faire Healthy Gamer. Donc Healthy Gamer, pour présentation, c'est une communauté qui est animée par un psychiatre aux États-Unis, un psychiatre qui a pour objectif d'aider la communauté des gamers, de leur expliquer comment fonctionnent les mécanismes du cerveau. Tout ça en anglais, c'est super intéressant, mais c'est en anglais, faut avoir le courage et la connaissance pour le comprendre, se l'approprier, et j'avais envie de traduire, me réapproprier et proposer ce format au niveau français. Donc ça va être soit des thématiques de communication non violente, soit des thématiques
en lien avec, Healthy Gamer. Donc, avant de parler un petit peu de comment j'en suis arrivé à connaître tout ça, je vais faire un focus sur, la communication non violente, puis un focus sur Healthy Gamer et qu'est-ce qu'il fait. Alors, la communication non violente, c'est, un processus qui a été, théorisé par Marshall Rosenberg, il y a déjà, on va dire, 40-50 ans, mais un processus qui en soi n'invente rien. C'est un processus qui se fonde sur l'écoute empathique, sur la bienveillance et sur, sur un mode différent en tout cas de discussion et d'objectifs dans la discussion. La plupart du temps, lorsque on aborde une conversation, c'est souvent avec un objectif en tête. Obtenir ça de l'autre, obtenir par exemple qu'il m'accorde mes jours de congé, obtenir, qu'il soit d'accord avec moi, obtenir que cette demoiselle sorte avec moi. Bref, il y a une multitude, de discussions et la plupart du temps, on a une intention derrière. Dans la communication non violente, l'idée n'est non pas de privilégier l'objectif, mais de privilégier la qualité de la relation. Et pour ça, plus se soucier, de ce que ressentent chacune des personnes dans la conversation, plutôt que de se soucier d'obtenir ce que l'on veut de la conversation. Parce que si, si l'objectif est d'apprendre comment obtenir de manière magique tout ce que l'on veut sur un sujet, il y a d'autres vidéos pour ça, il y a d'autres personnes qui vous expliqueront comment manipuler au mieux, comment, pratiquer un chantage affectif, comment faire pas mal d'éléments, qui vous permettront certes d'obtenir un résultat à court terme, mais qui à moyen et à long terme vont être, plutôt désavantageux puisque la personne avec qui vous avez interagi après se demandera toujours si vous êtes, de bonne volonté, si vous avez pas un motif, dissimulé lorsque vous venez interagir avec elle, si vous venez pas dans l'intérêt d'obtenir quelque chose d'elle, plutôt que de simplement partager avec elle. Donc ça, c'est vraiment la base de la communication non violente, c'est cette idée de vouloir contribuer à rendre la vie plus belle et à soi et à l'autre, et ce, en passant par une compréhension de ce qui est important pour soi et de ce qui est important pour l'autre. Et afin de comprendre cela, Marshall Rosenberg en est venu à structurer une sorte de méthode afin de permettre de communiquer. Donc, cette méthode, c'est la méthode OSBD, observation, sentiment, besoin et demande. À travers cette méthode, c'est déjà trouver une observation, puisque une observation, on pourrait dire, «Celui-là, c'est un feignant». OK, là déjà, on n'est pas vraiment dans une observation, on est plutôt dans un jugement. Parce qu'un feignant, c'est quoi? Pour toi, c'est une personne, qui roupille, mais tu le vois seulement en cet instant. Tu sais pas ce qu'il a vécu avant, tu sais pas ce qu'il a vécu après, tu ne sais pas non plus pourquoi est-ce qu'en cet instant il a besoin de repos. Tu vois juste, par exemple, un mec qui est affalé sur sa table et qui roupille. OK. L'étiquette feignant, c'est une étiquette, c'est un jugement. Par contre, l'observation, c'est pendant, 1 heure, de cours, d'économie-gestion, heu, un tel est resté la tête appuyée sur, sa table à ne pas écouter, quoi que ce soit. Enfin, et encore ne pas écouter, là on est plus dans un jugement, et rester la tête appuyée contre ses bras sur la table. Hello Noni. Donc ça c'est déjà de l'observation. Ensuite les sentiments, ça va être les sentiments de chaque personne impliquée dans la situation. Donc par exemple, moi je peux ressentir de l'agacement, parce que on va prendre l'exemple d'une personne qui est en retard. OK. La personne, avec qui j'avais rendez-vous à 21 heures arrive à 21h15. C'est tragique. Hem, L'observation, c'est nous étions mis d'accord sur un rendez-vous, à 21 heures. Tu es arrivé à 21h15. Là, on est dans l'observation concrète. Tu une feignasse qui arrive toujours en retard. Là, on est plus dans du jugement. Donc l'observation, j'en ai déjà un peu parlé, j'y reviendrai, au cours d'un des modules thématiques. C'est tu es arrivé à 21h15. Ensuite, les sentiments peuvent totalement varier. Si par exemple j'avais quelque chose d'extrêmement important à te dire et que je ressentais énormément d'empressement,
Je peux être extrêmement agacé du fait que tu sois en retard parce que j'avais quelque chose d'important à dire, que ça comptait pour moi et que j'ai l'impression que tu t'en fous. Donc je peux ressentir de l'agacement. À l'inverse, je peux aussi ressentir, de la colère ou de la peur. Par exemple, si je me dis: «Ah, est-ce qu'il lui est pas arrivé quelque chose sur la route?» Parce que c'est quelqu'un qui arrive à chaque fois à l'heure et là, il arrive en retard. Ça peut être de la peur, mais ça peut aussi être du soulagement. Le soulagement, ça sera: «Bah, j'ai encore beaucoup de choses à faire. Certes, je suis arrivé à 21:00, mais ça m'arrange qu'il arrive à 21:15 parce que j'ai passé 10 minutes à pouvoir terminer ce que je souhaitais faire». Donc les sentiments peuvent varier malgré une observation qui reste la même. En fonction d'une seule personne, une observation peut déjà avoir plein de sentiments différents. Alors imaginez la même observation de la part d'une autre personne. Ça peut être encore plein d'autres sentiments, mais du coup, après ces sentiments, par contre, sont déclenchés par l'observation, mais sont à relier à quelque chose qui est de l'ordre du besoin. Le besoin, c'est quelque chose qui est universel, qui est présent chez chacun d'entre nous. Donc, pour, les formation à la communication non violente, il y a certaines listes de besoins qui sont, écrites afin de permettre de donner des idées, des illustrations. Donc par exemple, on a des besoins tels que le besoin d'alimentation, des besoins naturels, le besoin de repos, besoin de sécurité, de réconfort. On peut aussi avoir des besoins qui sont des besoins d'interdépendance, tels que l'acceptation, l'affectation, l'appartenance. On peut aussi avoir des besoins qui relèvent de la récréation, de se distraire, de se divertir, ou des besoins d'accomplissement. D'un point de vue marketing, on retrouve ça par exemple dans la théorie de la pyramide de Maslow. Voilà, donc on va avoir des besoins de créativité, de conscience, d'autonomie, des besoins de célébration, de partage, et dans tout ça, on va avoir chacun des manières différentes de satisfaire ses besoins. Lorsque les besoins sont en creux, donc lorsque les besoins ne sont pas satisfaits, on ressent une forte insatisfaction qui va se traduire par des sentiments qui vont être par exemple de la colère, de l'anxiété parfois, être dépité aussi par exemple. Ça va être une manifestation que les besoins sous-jacents ne sont pas, nourris en fait. Donc à l'inverse, lorsque les besoins sont nourris, par exemple le besoin d'affection, lorsqu'il est nourri, ça va être par exemple un sentiment de contentement, d'apaisement, de sérénité, et c'est ainsi que ça va se structurer lorsque, la barre, de mana va être vide sur, un besoin, et bah, il va falloir le re-remplir, et à l'inverse, lorsqu'elle est remplie, on va être avec, plutôt des sentiments positifs, on va être dans quelque chose d'assez, porteur. Donc, comme je le disais, il y a des besoins et après il y a des demandes. Des demandes soit que l'on peut diriger vers soi, ou soit des demandes que l'on peut diriger vers l'autre. Donc, les demandes à soi, ça va être par exemple des demandes sur, comment agir, qu'est-ce que j'ai envie de faire après, quel est le plus petit pas possible que je puisse faire pour aller dans la direction de mon choix, pour progresser vers l'objectif qui me semble souhaitable, mais ça peut aussi être des demandes à l'autre afin de lui permettre de me rendre la vie plus belle. Donc ça a été quelque chose, qui a structuré l'approche de Marshall Rosenberg, une approche qui se base sur la bienveillance et l'écoute empathique. Et c'est une approche qui vise à sortir, bonsoir, Demono. C'est une approche qui vise à sortir, d'une violence qui est faite, envers soi et envers l'autre. Une approche dans laquelle les personnes qui vont, aller contre nos jugements et nos pensées vont être, des fous, des personnes totalement dangereuses, et les personnes qui pensent comme nous sont des personnes qui sont des gens bien, ceux-là, ce sont des personnes respectables. L'objectif de la communication non violente, c'est aussi de parvenir à abandonner ces étiquettes qui font que chacun d'entre nous va se positionner à un endroit et dire: «Tous ceux qui sont en dehors de mon petit cercle sont des ennemis, sont des personnes qui, sont en opposition avec moi, qui ne partagent pas mes valeurs et qui, du coup, bah, je dois m'en méfier». La communication non violente a vraiment pour, objectif de voir que ces personnes sont aussi des êtres humains, ne sont pas des simples PNJ, dans notre vie,
et que ces personnes ont des sentiments qui sont reliés à des besoins et qu'ils vont apprendre à formuler des demandes. Malheureusement, le processus de la communication non violente, et je le regrette, n'est pas un processus qui est enseigné par exemple à l'école primaire. Et on a appris un langage qui est un langage un peu plus violent, un langage dans lequel on apprend à exiger de l'autre, à avoir des attentes. Oui, si tu n'es pas, bon à l'école, il t'arrivera ça. OK. Donc ça, c'est un langage qui se passe par la peur, qui met des exigences. Si tu n'es pas bon à l'école, tu auras pas de récompense. OK. Donc là, on est encore sur il faut que je sois dans la catégorie bon pour être aimé, pour obtenir de l'affection ou ne serait-ce que pour obtenir quelque chose. Et à l'inverse, on peut être, avec des étiquettes positives comme des étiquettes négatives et dans l'ensemble, les 2 à mes yeux sont nuisibles. Les étiquettes positives Enfin, les étiquettes négatives, c'est assez simple, hein. C'est un feignant, OK. La personne qui se fait étiqueter feignant, bah, va peut-être avoir un peu moins envie après de réagir. C'est quelque chose qui, va faire que, soit il va y avoir de l'abattement chez cette personne. OK, bah, je suis un feignant, c'est foutu, mais, voilà, j'ai l'étiquette feignant, c'est dommage, et un peu de ouais, d'abattement et d'acceptation. Ou alors, à l'inverse, il y a certaines personnes qui vont se dire: «J'ai l'étiquette feignant, je vais prouver que c'est faux» et qui vont s'acharner pour prouver que non, ce ne sont pas des feignants et qui, à terme, vont peut-être finir en burn-out parce qu'ils voulaient à tout prix montrer que ce n'étaient pas des feignants. Donc là, on est sur une étiquette négative et on voit clairement l'aspect dramatique que ça peut avoir. Mais à l'inverse, une étiquette positive peut être tout aussi dangereuse avec, par exemple: «Ça, c'est un bon élève». Ça, c'est quelque chose, bon, il y a toujours un ou 2 élèves par classe qui l'obtiennent, cette étiquette et c'est une étiquette, qui est, presque aussi dramatique puisque toute leur vie, ils vont être le bon élève et ils vont se dire: «C'est mon identité, c'est le bon élève, il faut que je sois parfait» et cet, objectif de perfection est pas forcément beaucoup plus sain puisque plutôt que de se développer, que d'apprendre à sociabiliser, que d'apprendre à faire ci, à faire ça, que de se construire socialement, que d'apprendre à aimer, que d'apprendre à s'écouter, ils vont être durs avec eux-mêmes en mode: «Non, je ne peux pas me permettre d'aller jouer ou quoi que ce soit, il faut que je révise, il faut que je fasse ci». Parce que imagine que je perde le statut de bon élève. Qu'est-ce que je ferais si je suis pas le bon élève de cette classe? Comment est-ce que je serais? Donc là, on voit juste, les étiquettes feignant et bon élève, on voit l'impact que ça peut avoir. Donc, et j'adore l'idée de la lumière, ça vient de Pierre Bottero, j'en reparlerai un petit peu. Donc, c'est pour ça que pour moi la communication non violente a été une manière différente d'approcher mon interaction avec moi-même et mon interaction avec l'autre et c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de partager. Hem, Avant effectivement j'étais dans la dynamique, plus, action, s comparaison par rapport à mon référentiel. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Est-ce que j'ai bien agi? Est-ce que j'ai mal agi? Est-ce que je suis un feignant? Est-ce que je suis quelqu'un de travailleur? Si je suis quelqu'un de travailleur et que j'ai bien agi, alors récompense. Si par contre j'ai été, mauvais, feignant ou quoi que ce soit, alors punition. C'est une manière, je trouve un petit peu triste d'être avec soi-même, c'est une manière, en fait, violente d'être avec soi-même et d'être avec, aussi, bah, son environnement. Mais, le plus triste, ça reste quand même d'agir ainsi avec soi-même. Et à l'inverse, en communication non violente, ça va être plutôt de la compréhension et de l'empathie dans l'observation, dans le sentiment. Comment est-ce que je me suis senti à ce moment-là? Pourquoi est-ce que j'ai agi ainsi? Quel était le besoin, qui, a fait que j'ai agi ainsi? Et ensuite, quelle demande est-ce que je peux me faire par rapport à ça? Et essayer de se comprendre et non pas de se fustiger effectivement si à un moment, au lieu de réviser, bah, j'ai roupillé, je peux passer 1 heure et demie à me flageller en me disant que j'aurais dû bosser, j'aurais dû bosser, j'aurais dû bosser. Ou alors je peux comprendre qu'effectivement à un moment mon besoin de repos était tel que j'ai fait ce choix et que j'ai agi ainsi. Alors, princesse, tu peux être plus précis? OK.
Que font les modos? OK, bah, je fais confiance, à ma modératrice principale. Là, je reste encore un peu sur, ma présentation et ensuite je viendrai, aux questions, bien évidemment. Alors, là, j'ai un peu parlé de la communication non violente. J'ai suivi, plus d'une, entre 15 et 20 jours de formation, là-dessus. C'était quelque chose d'extrêmement riche qui m'a permis, de structurer une partie de mon approche de la vie. J'y reviendrai plus en détail dans les modules thématiques. Et le deuxième type de module thématique, j'en parlais tout à l'heure, ce sont les modules qui vont être un peu de la transcription en français de ce que fait, Healthy Gamer et enfin Dr K de Healthy Gamer. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas et qui sont très doués en anglais, je vous invite à aller le voir, c'est fabuleux. Heu, il fait soit des streams, soit des entretiens, soit des modules thématiques. C'est un psychiatre qui va expliquer les mécanismes mentaux, qui va ensuite, lors des interactions, lors des entretiens avec les personnes, expliquer les mécanismes, discuter avec eux, voir comment ils en sont arrivés là et leur permettre, d'avoir, un miroir sur lequel s'exprimer. Avoir quelqu'un qui va les écouter, entendre ce qu'ils ont à dire avec empathie, sans jugement, avec bienveillance et ensuite leur reformuler ce qu'il a entendu, afin de leur permettre, de clarifier le message et de corriger quelque peu les distorsions de la perception. Parce qu'une personne qui s'estime feignante va avoir un prisme de vision, va voir le monde différemment d'une personne qui ne s'estime pas feignante. Et elle va avoir certains biais de confirmation, par exemple, et dans son interaction avec, tout le monde, va voir des éléments qui lui confirment qu'effectivement, elle est feignante alors que d'autres ne le sont pas. Donc par exemple, dans les thématiques, traitées par, Healthy Gamer, il y a être un addict, de l'intelligence, à l'évitement, le gaming aussi, il a fait pas mal de focus sur le gaming, ses impacts, notamment les circuits d'apprentissage et comment on apprend à travers le jeu, les circuits de triomphe. On va aussi avoir, les relations authentiques à travers le gaming, par exemple. C'est quelque chose, de crucial. C'est quelque chose d'ailleurs, que je trouve fabuleux dans le gaming, quelque chose qui m'a fait aimer ça lorsque j'étais plus jeune. C'est le fait qu'ici on n'est pas jugé sur qui on est, sur notre couleur de peau, sur notre origine. On est simplement jugé sur notre voix, sur notre manière de jouer, sur ce qu'on apporte. On n'est pas jugé sur le fait qu'on a un jean troué ou qu'au contraire, on a, tous les jours une veste, à 400 € différente. On est jugé simplement sur qui on est. Voilà. Donc, ça va être, par exemple, expliquer ça, ça va être, il a fait aussi, par exemple, un focus pour en intéresser certains sur les notions de friend zone et sur le manque de confiance, qui va générer cela. Sur la motivation et la volonté, sur, les addictions, sur, les objectifs de vie. Donc voilà, il y a vraiment un panel énorme de possibilités, comme je le disais, psychiatre, mais avec une spécialité, ce mec, c'est qu'il a aussi été, dans un ashram en Inde. Il y a passé, pas mal de mois de son existence, à y apprendre et à se développer spirituellement et à la fois il partage son expertise occidentale, mais aussi son expérience orientale. Donc, voilà, c'est comme ça que Elfie Gamer, c'est un ami qui m'en a parlé, j'ai totalement adoré et c'est ce qui m'a mené en fait, ici devant vous aujourd'hui. Alors, maintenant que j'ai rapidement parlé, de mes objectifs, à travers donc là, vu qu'on est un petit peu plus nombreux qu'au début, je les rappelle rapidement, donc c'est objectif de ce stream, ça va être d'apprendre aux personnes à mieux vivre avec elles-mêmes, apprendre que prendre soin de soi, ce n'est pas de l'égoïsme. Pourquoi les gamers? Parce que c'est ma communauté, c'est une communauté que j'aime et à laquelle j'ai envie de contribuer. Que je pense que c'est important de briser l'isolation. On est trop souvent à porter notre propre croix, à porter notre propre fardeau et se dire: «Je suis tout seul, concrètement, je suis tout seul dans cette situation, il y a personne pour me comprendre, il y a personne pour m'écouter, il y a personne pour m'entendre tout simplement». Et ce sentiment de solitude qui peut être brisé, donc soit en venant sur, le stream, soit, juste en l'écoutant.
Donc, ensuite, les différents éléments des entretiens individuels, que je fais en stream, des groupes de discussion aussi en stream afin de partager avec bienveillance et empathie et les modules thématiques que j'ai présentés précédemment. Voilà, donc ça c'est dit en 2 mots. Hem Effectivement, Adélas, pour le fait que le gaming, c'est un des seuls environnements qui est demeuré intact pendant la période de Covid. D'ailleurs, ça me fait penser à un élément de Elfi Gamer qui mentionnait que ça pose aussi question sur notre relation au monde, en fait. Parce que ce que nous, on estime comme, normal, comme, parfaitement vivable, d'autres n'y arrivent pas du tout et estiment que c'est la fin du monde de rester cloîtré chez soi, en confinement 24 heures sur 24. Ils en sont à devenir fous. Alors qu'est-ce que ça dénote par rapport, à nous et notre manière de voir le monde? Pour certains, le gaming, c'est quelque chose de plutôt sain, pour d'autres, c'est quelque chose avec lequel ils galèrent et ils sont parfois conscients, parfois pas conscients que c'est une relation assez malsaine qu'ils entretiennent avec. Voilà. Donc, maintenant, je vais rapidement parler un peu de moi parce que ça peut être, intéressant pour les gens de savoir d'où je viens, comment je suis arrivé ici, qui je suis et pourquoi est-ce que je propose ça. Donc, le gaming, je l'ai découvert en étant tout petit. C'est, mon père qui m'a mis dedans pour, maintenir une certaine connexion avec moi. Enfin, je parle du gaming en ligne, hein, Pokémon, c'était encore bien avant. Mais ça a été, je crois, en 4e que j'ai commencé les jeux en ligne. C'était une manière de maintenir du relationnel avec mon père parce que, bah, parents divorcés, j'étais en garde totale chez ma mère, voilà. Ensuite, il a arrêté le gaming lorsque je suis repassé en garde alternée, mais moi j'ai continué parce que c'était un univers que je trouvais fascinant, un univers dans lequel, je pouvais partager avec des gens, mais aussi me protéger un peu du monde. Un monde que je ne comprenais pas forcément très bien, j'étais relativement timide à l'époque, j'étais pas sûr de moi. Je me disais: «Les autres, ils sont tous sûrs, ils sont grands, ils sont forts, ils ont conscience de ce qu'ils font» et pas moi, en fait. Moi, j'ai plein de doutes, j'avais pas spécialement confiance en moi. Ça m'a suivi pendant le collège, ça m'a suivi pendant le lycée. En fin de compte, ma relation au gaming, c'était aussi, un refuge, un monde dans lequel je pouvais être quelqu'un d'autre, un monde dans lequel, et bah, je pouvais aller, tataner des dragons, par exemple. Et je garde des relations géniales que j'ai établies à travers le gaming, parce que c'est des relations qui pour moi étaient pures. J'ai discuté avec des personnes de sujets dont j'osais même pas parler avec, ma famille, parce que je savais pas comment leur dire. Or que là, en ligne, bah, c'était des personnes, je pouvais leur confier. Au pire, bah, j'arrêtais de les voir et ça réglait le problème. Voilà, c'est comme ça que j'en suis arrivé au début à considérer un peu le gaming comme un refuge. Ensuite, j'ai poursuivi mes études et je suis, entré dans des études d'économie-gestion. Donc, ça vaut ce que ça vaut, mais j'ai terminé en marketing et stratégie. J'ai fait de la psychologie du consommateur, ce qui m'a montré certains mécanismes que l'on peut utiliser afin de permettre aux gens de consommer plus, de titiller les besoins, de faire que les personnes vont ressentir ce besoin de consommer parce qu'il y a une nécessité. Par exemple, un besoin qui est génial en marketing, c'est le besoin d'appartenance. Vous voulez appartenir à cette communauté? Achetez ça. Voilà, tout simplement, c'est ce que fait Nike, c'est ce que font d'autres. C'est voilà, nous on est une communauté qui vend du rêve, just do it. Voilà, tu veux acheter, tu veux appartenir un peu à cette communauté, tu veux acheter les valeurs de cette communauté, achète Nike, c'est simple. Bon, là je prends Nike, mais il y en a, des centaines d'autres. Voilà, donc j'ai fait du marketing, j'ai fait de la stratégie. Ensuite je suis parti dans l'univers du conseil. Et en même temps, bah, j'ai de plus en plus de dissonance cognitive, c'est-à-dire d'éléments qui me disaient que entre mes valeurs personnelles et ce qui est important et ce que je faisais, il y avait une incohérence de plus en plus profonde. Parce que, hem, ça allait pas. Entre, un besoin d'épanouissement personnel, un besoin de contribuer au monde et de le rendre plus merveilleux, de le rendre plus vivant, d'un côté et de l'autre côté, le fait que, bah, je titillais les besoins des personnes. J'apprenais à faire que la personne se sente mal pour lui proposer la solution.
c'est génial. On crée des besoins et comme ça on y répond après. Mais toute la merveille de ce système est là. On y répond de manière éphémère parce qu'on a 2 manières de répondre concrètement à un besoin, de manière interne ou de manière externe. Si on y répond de manière externe, bah, ça va être un petit patch en fait, c'est un pansement, qui permet que pendant 30 secondes, 1 minute, 1 heure, bah, ça va arrêter de couler. Ça va la souffrance va s'atténuer un petit peu. Mais au bout de ce temps, ça va revenir. Surtout que, d'un point de vue marketing, on va aussi s'arranger pour arracher le pansement. Une fois que la personne a payé pour ce pansement, bah, il a ce pansement, autant essayer de lui en refourguer un encore plus beau, encore un peu différent. Voilà, donc ça c'est le marketing. J'ai vu, ça me plaisait pas des masses. J'ai décidé de quitter le marketing et de partir dans quelque chose qui avait plus de sens. C'est là que je me suis tourné vers la communication non violente, vers, une psychologie un petit peu plus saine. À côté, j'ai quitté le milieu du conseil, en entreprise. Je suis allé dans l'éducation en tant qu'assistant pédagogique, donc pour aider des gosses, à combler leurs lacunes. J'ai fait ça pendant 1 an. Là, je suis parti sur un autre projet, professionnel et en même temps, j'en suis arrivé, là où j'en suis, à vouloir contribuer à la société dans son ensemble en lui apportant un petit peu de ce que j'ai appris, des expériences que j'ai pu avoir et voilà, de tout simplement de l'écoute en fait. Parce que j'ai remarqué au sein de toutes ces expériences que ce qui était en tout cas le plus important pour moi, c'était l'écoute. Une écoute qui soit empathique. Parce qu'on peut dire: «Oui, mais je t'écoute». Hem, c'est vrai, on peut dire: «Je t'écoute», on peut donner des conseils, mais ça va être pas forcément quelque chose qui est pertinent. Dans l'écoute empathique, on va essayer de se concentrer sur ce que dit l'autre, ce qu'il peut ressentir et comment il le vit. Au lieu de donner des conseils, au lieu de minimiser, il y a énormément de stratégies que l'on emploie au quotidien pour gérer, une conversation où quelqu'un est en train de se confier à toi. Lorsque quelqu'un a eu une mauvaise journée, par exemple, qui s'est senti, menacé dans la rue, tu peux avoir pas mal de solutions comme lui dire: «Ça me rappelle la fois où moi je me suis fait agresser dans la rue». OK, le mec avait juste envie de te partager à quel point il avait été effrayé, par l'expérience qui lui était arrivée et ça a pas été entendu parce que toi, de ton côté, tu es parti sur ton expérience personnelle, comment tu as vécu ça. En même temps, de ton côté, tu as l'impression de l'aider parce que tu lui dis qu'il est pas tout seul dans cet élément-là. Mais lui, à cet instant-là, c'est pas de comparaison qu'il avait besoin, c'était juste d'être entendu. De même, il peut y avoir minimisé: «Non mais c'est pas si grave, il t'a volé ton portefeuille, mais il aurait pu t'égorger. Tu t'en es plutôt bien sorti». Il peut aussi y avoir, d'autres, éléments, des culpabilisations. En même temps, tu avais ton portable de sortie? Parce que là, tu as un peu cherché quand même si tu avais ton portable dernière génération de sortie. Culpabilisation. Il peut y avoir un différent panel. Donc certains qui vont être aussi dans, quelque chose qui va être de la compassion plutôt que de l'empathie, qui va venir renforcer en fait. «Oh mon pauvre, ça a dû être tellement terrible pour toi, j'imagine même pas, tu as dû avoir une telle peur, tu dois être traumatisé». OK, là ce que tu fais, c'est certes, il est peut-être entendu, mais quelque chose qui est estimé déjà comme être un problème conséquent, tu es en train de lui dire: «Ton problème non, il fait pas cette taille-là, il fait cette taille-là». Et ouais, l'ami de merde comme tu dis, mais malheureusement, juste à prêter attention au quotidien, on a souvent recours à ce genre de mécanique, même, involontairement parce que c'est la manière dont on a appris à gérer les interactions. D'ailleurs ça, on pourra en discuter, j'en parlerai, c'est, la notion de discussion AB-AB. Je parle, tu parles, je parle, tu parles. Et concrètement, j'essaie de dire ce qui est important pour moi, tu essaies de dire ce qui est important pour toi, j'essaie de dire ce qui est important pour moi, tu essaies de dire ce qui est important pour toi et ni l'un ni l'autre n'écoute l'autre en fait. Ce qui est un petit peu dommage. À l'inverse, une mécanique AA-BB, c'est, je parle de ce qui est important pour moi, je et en même temps tu m'écoutes et ensuite une fois qu'on a fait le point sur moi, on fait le point sur toi. Des mécaniques d'échange, toutes simples à ce niveau-là, qui peuvent être mises en place, c'est, bah, pendant 2 minutes, tu parles et je ne t'interromprai pas. Je t'écouterai tout simplement, j'essaierai pas de te donner de conseils, j'essaierai pas de demander de précision, simplement parle de ce qui est important pour toi en cet instant et dans 2 minutes ou dans 5 minutes, on échange
éventuellement, je peux te faire un petit retour sur ce que j'ai entendu de ce que tu m'as dit et ensuite on inverse les rôles. Pendant 2 ou 5 minutes, j'en parle et ensuite, je tu pourras faire un retour sur ce que tu m'as entendu dire, sans porter de jugement, simplement en essayant de reformuler ce que j'ai dit. Voilà. Donc, ça, c'est un peu comment j'en suis arrivé là. Il y a ça, ah oui, le fait qu'avant, pour moi, le gaming, désolé, frontière cérébrale, je fais une petite parenthèse, je ferai une séquence, réponse après, dans 10-15 minutes globalement, où on pourra discuter, ça beaucoup plus à l'échange. Là, allô? Désolé, ça a un petit peu coupé. Alors, comme je le disais, là, je fais une séquence où je termine d'expliquer, j'en ai encore pour 10-15 minutes, je pense, et ensuite, ça sera question-réponse, et échange ensemble. Donc, je lirai les commentaires, à ce moment-là. Alors, tac, 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 j'en étais ah oui, le fait que je sois toujours gamer, mais qu'à mes yeux, ma relation actuelle avec le gaming est beaucoup plus saine. Je sais pourquoi je joue pour être en contact avec les personnes qui me sont proches, pour passer un temps agréable et de qualité avec eux. C'est quelque chose qui a de l'importance pour moi que d'entretenir ces connexions sociales. Et en même temps, c'est dans un endroit que je trouve particulièrement divertissant. Ça me permet aussi de me dépasser, d'avoir un challenge, parce qu'effectivement, lorsque je gagne une partie de LoL, ou que j'arrive à carry, ou qu'un de mes potes carry, bah, il y a un sentiment de bien-être et cette petite extase temporaire qui est assez fabuleuse. Voilà, il y a cet élément-là, alors qu'avant pour moi c'était plus un refuge le gaming. Donc voir où chacun en est avec sa situation au gaming, sa relation au gaming, et avancer à partir de là parce que, comme je le disais en début de vidéo, c'est souvent aussi un mécanisme de compensation et d'adaptation, l'addiction au gaming. Que dire de plus? Que à mes yeux, la médecine moderne, il lui manque peut-être, un truc. C'est un peu stupide à dire comme ça. Je suis pas docteur, je suis pas psy, mais en même temps, lorsque je vois le nombre de personnes qui, vont voir un psy, qui prennent, leurs, pilules parce qu'ils ont été diagnostiqués, dépressifs, bipolaires ou que sais-je, on est de plus en ce type de personnes et il y en a de plus en plus et ils ont beau leur donner des médicaments, ça a pas l'air non plus de transformer et de changer. Peut-être pour certains oui, mais il y en a aussi beaucoup pour lesquels et bah, le médecin leur a donné une pilule, leur a dit: ça va aller» et en fin de compte, bah, en soi, ça va toujours aussi mal en eux à l'intérieur. C'est juste qu'ils ont un pansement supplémentaire un peu plus solide, une attelle qui leur permet, d'avancer. Mais à l'intérieur, il y a toujours cette blessure et je pense réellement que cette blessure, est quelque chose de, à guérir, peut-être plus par la compréhension et l'acceptation de soi. Donc, pour, Demono, la médecine moderne n'est pas forcément quelque chose qui est une arnaque, je n'irai pas jusque-là, clairement. Il y a certaines parties de la médecine qui sont extrêmement géniales, hein. Par exemple, pour tout ce qui est, je me pète un bras, bah, je suis bien content qu'il y ait un chirurgien qui soit là pour la réparer. Pour tout ce qui est par contre plus de l'aspect psychologique, hormis quelques cas qui sont extrêmement spécifiques, mais la plupart du temps, à mes yeux, faire un travail sur, intérieur, sur comprendre sa relation aux autres, ça prend plus de temps, mais ça sera quelque chose de beaucoup plus long-termiste. Parce qu'à l'inverse, tu peux aussi choisir de prendre une pilule et de repartir bosser parce que là, faut continuer à bosser, faut pas perdre la productivité parce que ce qui est important en cet instant, c'est de pouvoir continuer à bosser pour l'entreprise, être efficace. Voilà, dans le monde de l'entreprise, c'est comme ça qu'on finit au burn-out, qu'on n'a pas vu les années passer, qu'on s'est brûlé les ailes, que lorsqu'on n'allait pas bien, bah, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris 3 pilules supplémentaires, une dose de café en plus et qu'on a continué à avancer parce qu'il fallait avancer. Il y a un choix à faire, un choix entre qu'est-ce qui est le plus important pour toi en cet instant. Privilégier l'épanouissement personnel, privilégier sa propre santé ou au contraire privilégier des éléments externes? C'est une vaste question. Voilà pour ce qui est de la médecine moderne. Donc ensuite, la récurrence de ce programme, ça sera tous les dimanches, à 21:00. S'il y a un groupe de parole qui se met en place, ça sera le lundi à 21:00. Pour les dimanches soirs, ça aura lieu donc, soit en format entretien, soit en format, thématique, abordée. Pour la semaine prochaine, je sais pas.
Concrètement, si j'ai une personne, qui veut venir en entretien, ça pourra tout à fait, s'y prêter. Sinon, j'aborderai probablement de la communication non violente. Je poserai les bases de la communication non violente, de comment ça fonctionne. Voilà. Ensuite pour la qualité vidéo, parce qu'effectivement je suis en 480p pour l'instant, l'essentiel pour moi c'est la fluidité et que l'on me voit, c'est pas forcément qu'on voit chaque petite imperfection de mon visage, c'est plutôt qu'on m'entende bien, qu'on me voit bien. Tac tac tac, les vidéos, les streams seront mis à disposition sur YouTube, à terme et bah, parlez-en à vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser, que ça peut les aider. Pour moi, c'est quelque chose, bah, dans lequel je me lance. Je sais pas si ça va avoir beaucoup de retours, si ça va être, quelque chose qui va prendre de l'ampleur ou pas, mais je me dis que si j'arrive à aider ne serait-ce qu'une seule personne, ça aura valu le coup de faire ce projet, tout simplement et que je pourrais aller ailleurs. Tout à l'heure, j'ai vu rapidement passer dans le chat, le fait, de me rapprocher d'autres organisations. Par exemple, je pourrais aller chez SOS Suicide, pour, faire, des hotlines téléphoniques, et aider les gens à ce moment-là, à un moment où ils en ont aussi énormément besoin. Je fais, ce choix de m'adresser vers la communauté que j'aime, une communauté qui est pas forcément, hem entendu dans ses besoins, dans ses souffrances, au quotidien et à laquelle j'ai envie de contribuer, tout simplement. Voilà, donc ça conclut la première grande partie de cette, présentation. Ensuite, dans l'idée, j'avais d'ouvrir la discussion, en sachant que je pense m'arrêter, enfin, vers 22:00-22:30, pour plutôt préparer la semaine prochaine une séance entière sur, la CNV, s'il n'y a pas d'entretien d'ici là. Donc je vais passer plutôt à l'aspect ouverture à la discussion et au chat. 3 subs et je me rase. Non, ça non, ça fait quelques années que j'ai choisi, les cheveux longs, donc c'est pas au programme de se raser. Même si ça surprendrait pas mal les gens au travail, on en discutait. Blablabla, effectivement, c'est ce que j'ai dans le cœur, c'est-à-dire de la lumière. Oui, ça, effectivement, ça me fait penser un petit peu à la citation que j'ai mise sur, Twitch. C'est une citation qui vient de Pierre Bottero, dans la série L'Autre. Une citation d'un gamin qui mentionne qu'effectivement, on est en train de perdre quelque chose qui est important en chacun de nous, parce qu'il y a, entre guillemets, «plus important» à faire. Et le plus important, c'est quoi? C'est parfois c'est consommer, c'est, aller agir plus vite, agir toujours c'est privilégier des éléments qui sont un peu futiles, au-delà de l'essentiel. C'est privilégier le regard de l'autre, dire: «Oui, mais que va-t-il penser si j'ai envie juste d'exprimer mes besoins, d'exprimer ma vulnérabilité?» Parce que oui, effectivement, être vulnérable, oh, être vulnérable, c'est quelque chose qu'on apprend à refouler en fait dans notre société, parce que la vulnérabilité n'est pas, on va te dire: «Mais t'es pas fou, c'est de la folie que d'avouer que tu vulnérable», parce que, bah, pour les gars on leur dit, «Non mais grandis, sois un homme». Voilà, sois un homme. Qu'est-ce que ça veut dire être un homme? Pas grand-chose, ça veut juste dire: «Éteins tes sentiments, fais ce que tu dois faire» et ce que tu dois faire, c'est ce que la société te dit de faire. Donc là-dessus, c'est pas top, c'est pas quelque chose, de, qui à mes yeux est porteur. C'est pas quelque chose qui va amener, un peu plus de lumière au monde et effectivement, notamment très souvent chez les hommes, après chez les femmes, je me prononcerai pas, mais chez les hommes en tout cas oui, on a cette problématique, des besoins et des sentiments. Les hommes vont être plutôt dans l'expression des demandes, dans l'expression des besoins. J'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, mais vont être très très peu orientés sur, sur leurs sentiments. Depuis qu'ils sont gosses, on leur dit: «Non mais t'as pas le droit d'être vulnérable. T'es dans tu un homme ou t'es pas un homme? Arrête de pleurer fillette!» Voilà. Donc ça, lorsque t'es gosse,
que tu ressens une émotion forte, que tu as peur et que tu as juste envie de partager le fait que tu es terrorisé et qu'on te dit: «Shut the fuck up!» bah, tu vas retenir quoi? C'est que tes émotions sont pas importantes et à un moment, bah, tu vas grandir et tu vas grandir en fonction de ça, en fonction de cet élément qui va un peu casser tes fondations, qui va un peu les faire pencher de côté et à un moment, l'arbre que tu es va pousser de côté et à un moment, bah, l'arbre va menacer de s'effondrer parce que les fondations sont pas forcément au point. Tac, 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 être un homme, être un robot. À quel système est-ce qu'il fait référence? C'est une bonne question. Bah, le système, capitaliste, consumériste, effectivement, est un système dans lequel on pousse, les personnes à ne pas être des personnes, mais à être, des consommateurs. Consommez ci, consommez ça, faites ci, faites ça, mais, à être toujours dans l'action et de plus en plus, on a des difficultés à ne rien faire. Je discute parfois avec des personnes qui me disent: «Je ne supporte pas de rien faire, juste de c'est juste pas possible» et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que, au quotidien, hem, c'est important d'avoir ces petits moments juste avec soi, à s'écouter, à à faire un petit bilan avec soi-même de comment je me sens en cet instant. Quelle est ma météo intérieure? Est-ce que c'est le grand soleil? Est-ce que c'est un jour de pluie? Est-ce que c'est un super long hiver? Est-ce que ça fait, des semaines et des mois que, bah, pour moi, c'est la pluie, que c'est la dépression intérieure, que je m'en sors pas, qu'il fait noir, que je me vois pas avancer, que je suis en train de m'embourber, dans un marais? Ou est-ce qu'au contraire, là, en cet instant, c'est plutôt, quelque chose du grand soleil, une belle prairie? Allez savoir. En sachant que, je l'évoquais tout à l'heure, après c'est aussi: «Pourquoi est-ce que je me sens ainsi?» C'est une grande question qu'il faut se poser parce qu'il y a les facteurs externes, les facteurs internes et faire dépendre son bonheur de facteurs externes est quelque chose qui est assez risqué. Parce que la fortune va évoluer, parfois les choses se passeront bien, parfois les choses se passeront mal et c'est ainsi. Il y aura de la souffrance, il y aura de la joie. Le monde est fait ainsi et je crois que c'est Bouddha qui disait qu'il y a 2 certitudes, dans la vie, 2 choses qui arriveront à tous les coups, c'est la souffrance et la mort. Donc c'est pas forcément très joyeux, mais c'est pour dire que ça fait partie de la vie et que c'est à accepter et après c'est comment est-ce que tu l'acceptes? Est-ce que tu l'acceptes et tu apprends à le laisser aller, donc à en guérir le plus vite possible? Ou est-ce que au contraire, tu ignores cette blessure, tu ignores, cette petite estafilade et tu dis: «Non, c'est rien, je m'en fous, je peux continuer à avancer». Et à un moment, cette estafilade, elle s'infecte. Ou il y en a une deuxième. Et tu dis: «Non, c'est toujours rien, je peux toujours avancer». Ou alors est-ce que tu prends le temps à côté, bah, de te soigner pour ensuite pouvoir avancer un peu plus? Ça, c'est la grande question et voilà. Je me suis encore perdu, mais voilà, l'idée de base, c'était, heu, intérieur et extérieur. Donc, à l'intérieur, c'est là où tu auras le plus de contrôle parce que dans la vie, il n'y a que 2 choses que l'on peut réellement contrôler, c'est ses actions, et ses intentions. Concrètement, après, comment l'autre va recevoir, ton action, tu aucun contrôle dessus. Concrètement, par exemple, là, ce stream, ça se trouve, pour une raison X ou Y, je peux obtenir un torrent de haine par rapport à ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce que je contrôle, c'est le fait que j'ai décidé de lancer ce stream et le fait que mon intention dans ce stream, c'est de contribuer à la vie, de contribuer à la rendre plus merveilleuse et d'aider les gens dans la dans mes moyens, quoi. Voilà. Que dire de plus? Blablabla. Je vais reprendre les questions. En étant jeune, j'étais, j'ai Zmitronic. Effectivement, c'est quelque chose d'un petit peu particulier. Je pense que si c'est vrai, ça sonne terriblement douloureusement, hein. Et ça pourrait valoir le coup d'en discuter pas mal, et pas simplement, sur un coin de table comme ça. Donc, Gilles Mitroni, si c'est le cas, bah, je t'invite, dans la bio ou je sais pas quoi, il y a un lien pour, s'inscrire, et pouvoir,
échanger en fait, sur les sujets qui pèsent, sur, l'évolution et sur, bah, comment tu te sens et comment tu le vis. Voilà donc, je t'invite vraiment à en discuter même si, bah, ça sonne douloureux. De tout cœur avec toi et ouais, en discuter. Finalement, l'ombre ne serait pas la dérivée de la lumière et la lumière la primitive de l'ombre. Mmh, très belle réflexion, philosophique, qui pourrait éclore, ce stream. Mais effectivement, de la lumière naît l'ombre et de l'ombre effectivement sans elle, la lumière aurait pas la même saveur. Difficile de savourer les éléments les plus hauts, les merveilles, l'émerveillement si à côté on ne connaît pas ce qui se passe. Si pour nous notre référentiel c'est tout est merveilleux, bah déjà c'est génial, hein, si tu as réussi à esquiver toutes les, difficultés de la vie, GG. Mais par contre, bah, la plupart du temps, ça va être en comparaison de ton passé, de ton vécu, que tu vas te dire: «Ce moment-là, c'est un moment à savourer». Voilà globalement. Autre élément, que je souhaitais, mentionner, bah, concrètement, de par ma pratique de la méditation et aussi, autres, c'est des billes, un petit peu supplémentaires en plus de la CNV et de Healthy Gamer que je tenterai d'apporter. Pour moi, la méditation est quelque chose qui permet de creuser la relation à soi et c'est quelque chose qui prend pas non plus tant de temps que ça. Heu, quelque chose qui, de l'extérieur, on peut se dire: «Non, la méditation, c'est pas fait pour moi. En fin de compte, j'y crois pas». Ça coûte, rien de tenter, de voir, ce que ça va donner, de fonctionner de manière, empirique, de découvrir, de voir effectivement, bah, tenter la méditation et de voir après, bah, si ça te permet de te calmer, si ça te permet de t'apaiser, si ça a un impact positif ou pas sur toi. Même si ça résout pas tous tes problèmes, de voir que, ça te permet de te poser, de t'apaiser. Non, je ne compte pas faire de l'ASMR pour les personnes parce que concrètement, l'ASMR c'est, même si c'est aussi un moyen de focus l'attention, pour moi l'ASMR c'est assez proche sur certains points de la méditation. C'est, globalement à travers la méditation, il y a 2 choses. Tac, 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 que je les retrouve. Enfin, ça, c'est selon, la tradition hindouiste. Il y a 2 dynamiques dans, la méditation. J'essaierai de retrouver les noms parce que j'ai pas spécialement prévu que ça viendrait sur le tapis, aujourd'hui. Mais concrètement, il y a, l'aspect action de la méditation qui va être le focus sur par exemple la respiration ou sur tout autre élément. Par exemple, il y a certaines méditations qui sont faites sur des éléments visuels, il y en a d'autres qui sont faits sur des éléments sonores, tels que les mantras, et ça va permettre de focus l'esprit sur un seul élément. La méditation, c'est pas vider l'esprit totalement et se dire: «Non, il n'y aura rien du tout, ça sera un vide absolu» et repousser tous les éléments. À l'inverse, la méditation, c'est se concentrer sur un seul et un seul élément pour le faire dominer par rapport aux autres. Un élément qui ensuite va peut-être finir par, disparaître de par lui-même. En gardant toute notre concentration dessus, on va réussir à «l'intégrer» entre guillemets. Par exemple, que ce soit la respiration, à un moment, en gardant la concentration sur la respiration, on va finir par rester attentif, garder une concentration et non pas tomber dans un état proche du sommeil ou du comatage, mais un état dans lequel on est juste, attentif et dans lequel on ne prête presque même plus attention à la respiration, mais on est dans un état où la pensée est éteinte, en fait. Voilà, donc les 2 parties de la méditation, c'est dharana et dhyana. Dharana, c'est, le chemin en fait, c'est cet aspect attirer l'attention sur un seul et un seul élément plutôt que d'avoir un peu comme, dans la dynamique, actuelle, avoir à penser à plein de choses, avoir à réfléchir au présent, au passé, au futur et tu as pensé à ce que tu dois faire demain pour, les cours? Est-ce que tu as pensé à hier, comment tu t'es foiré pour cet examen ou, le fait que tu as peut-être vexé un tel?
Voilà, on a toujours énormément d'éléments qui peuvent nous attirer vers le passé, le futur et à travers Dharana, c'est l'occasion de se concentrer sur le présent et de le centrer sur un seul élément. Ensuite, à partir de là, on peut atteindre un état qui est un état d'éveil dans lequel on est conscient, mais dans lequel la pensée n'est pas. Un état où on a réussi, ouais, à bypass, tout ce qui est, l'ego et ça donne, oui. Désolé, je parle. Si oui, tu penses qu'on devrait autoriser les victimes, de tuer leur agresseur? Non, clairement pas. Là, on pourrait parler de justice protectrice et de justice, punitive. La justice punitive est une justice qui vise, qui est un peu dans la dynamique, actuelle, c'est-à-dire, il a fait quelque chose de mal, on le punit. À l'inverse, la violence protectrice, c'est empêcher une souffrance d'arriver à cet instant. Hem, ensuite, je ne suis pas sûr que si la victime tuait son agresseur, ça résoudrait, quoi que ce soit parce que, en fin de compte, certes, ça permet de faire tourner une page, mais en soi, c'est pas forcément à partir de l'extérieur que tu pourras te reconstruire. Éventuellement construire, très bien. Lucas Surnain, donc rapidement pour, faire un peu mon brief personnel, je repasse rapidement. J'ai un diplôme en marketing et stratégie, j'ai fait de la psychologie du consommateur, j'ai aus donc voilà, ça c'est un peu l'aspect où j'ai appris à manipuler les gens, ça m'a pas plu. À côté, j'ai fait une formation assez conséquente en communication non violente. La communication non violente, bah, tu pourras voir dans le replay si tu veux, mais concrètement, ça fait plusieurs années déjà que je l'étudie, que je la pratique et récemment, j'ai découvert Healthy Gamer qui, m'a ouvert cette possibilité en fait du streaming. Et non, je pense pas que le meurtre aurait permis de se reconstruire plus vite. C'est quelque chose, qui en fait, tu te bases sur l'extérieur pour essayer de te reconstruire à l'intérieur. C'est essayer de mettre, un petit pansement, ça a aidé un temps, mais en fin de compte, si tu prends pas le temps de te reconstruire à l'intérieur, de voir ce qui est en toi, c'est pas quelque chose qui aidera. Hem, mais ça, encore une fois, Gilles, c'est avec plaisir que j'en discuterai. Mais, là, ça risque de faire un petit peu court ce soir. Alors, tac, 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 c'est je pense intéressant dans notre consistance de travailler continuellement sur soi et de vivre sa vie pleinement dans notre meilleure version. Meilleure version, effectivement, c'est quelque chose sur lequel on peut discuter parce que, par exemple, tu écoutes la société, la meilleure version de toi, c'est la version la plus productive, celle dans laquelle tu n'écoutes pas tes sentiments, mais dans laquelle, bah, tu produis le plus possible. Est-ce que c'est ça la meilleure version de toi? Il y en a d'autres qui te diront: «La meilleure version de toi, c'est celle où tu es au service des autres». En soi, pourquoi pas si tu te sens épanoui comme ça? En sachant que si tu cherches un but intérieur, le fait de contribuer au bonheur des autres peut fournir un sens à ta vie. Si ta problématique, c'est le besoin de sens, si pour toi ce qui manque dans ta vie, le besoin, qui n'est pas nourri, c'est un besoin de sens, d'accomplissement ou de spiritualité, effectivement, le fait de contribuer au bonheur des autres peut donner un sens, à ta vie. Mais, après c'est pas nécessairement l'unique, besoin à nourrir. Blablabla, hop, l'oncle de Gilles. Ouais. Bon, faites quand même attention parce que c'est quand même pas forcément simple. Je pense quoi de la place de la psychologie dans la médecine d'aujourd'hui? Concrètement, la place de la psychologie dans la médecine d'aujourd'hui est une place qui est assez, réduite. On vise à soigner des maladies plutôt qu'à, permettre à des gens de se construire. Et donc, le fait de permettre à des gens de se construire, c'est quelque chose, de différent. C'est voir où ils en sont, comment est-ce qu'ils en sont arrivés là et à partir de là, permettre, d'avancer, tout simplement et voilà.
Alors que dans la médecine actuelle, c'est soigner une maladie et une fois que, bah, tu es soigné, pouf, on te renvoie au charbon, alors que pas nécessairement, quoi. C'est pas forcément comme ça que les choses se passent. Mère Teresa et Abbé Pierre, par exemple, étant heureux d'aider, ils l'ont fait toute leur vie. Oui, effectivement, ce sont des merveilleux exemples. Après, la question, c'est aussi pourquoi ils l'ont fait. Est-ce qu'ils ont trouvé un sens là-dedans? Est-ce qu'ils étaient épanouis? Ça, je ne me hasarderai pas là-dessus. Heu salut Silfra, salut tout le monde, merci les copains. À voir comment ça va se structurer. Tac tac tac. Concrètement, ce que pense des gens comme toi de sa place dans la communauté, bah, concrètement, ça rentre pas en ligne de compte à mes yeux, que tu sois homo, que tu sois bi, que tu sois hétéro, heu, tu es plus que ça en fait. Tu es qui tu es tout simplement et ça fait partie de ton identité, mais ce n'est pas l'entièreté de ton identité, c'est quelque chose, qui te permet de ouais, de vivre. Si effectivement, pour toi, tu ressens plus, d'attirance vis-à-vis des hommes, que vis-à-vis des femmes, ou si tu enfin, je suppose parce que Gilles, j'ai émis l'hypothèse que tu étais un homme, mais ça se trouve, que tu ressens plus d'attirance, pour les femmes si tu es une femme, hein, bien évidemment. Si tu ressens plus d'attirance pour le même genre que toi, bien dans ce cas-là, c'est OK, enfin, ce qui te rend le plus heureux, quoi. Mon objectif, c'est de permettre à chacun de s'apprécier, de s'aimer et si c'est ça qui te rend le plus heureux, heu, c'est, heu, c'est cool pour toi. Là-dessus, il y a aucun souci. Hem Mais oui, après, faut juste faire gaffe aux catégorisations, parce qu'il y en a certains qui te diront: «Si t'es homo, tu dois aimer ça, tu dois aimer ça, tu dois aimer ça. Ça, par contre, tu peux pas l'aimer». Pareil, enfin, je reprends les stéréotypes de base, mais si t'es un garçon, tu dois aimer le rouge, tu dois aimer le bleu et le foot, et si t'es une fille, tu dois aimer le rose et les Barbie. C'est des catégorisations qui vont biaiser, orienter, ton évolution. Donc, moi, ce qui va plus m'intéresser, c'est ta relation à toi-même et est-ce que tout ce qui pour toi est important en toi, c'est: «Je suis, homo, je suis homo, je suis homo» et c'est la seule chose à laquelle je peux me raccrocher ou si au contraire, c'est quelque chose qui fait partie de toi, que tu acceptes sereinement, avec lequel tu n'es pas forcément en conflit parce que même en toi, il peut y avoir différentes parties en fait, hem certaines qui te diront: «C'est OK, d'être homo», il y en a d'autres qui te diront: «Non mais imagine, que va penser la famille? Et tu pensé à ça, t'as pensé à ça? Franchement non, tu peux pas te permettre d'être comme ça!» Donc ça, c'est une partie de toi, qui est reliée à une certaine peur, à un besoin d'appartenance. C'est une peur que tu ressens parce que, ouais, c'est ta sécurité qui est en jeu. Et cette partie-là de toi n'est pas là pour te faire du mal. Elle est là pour te protéger. Après, si par contre, tu la laisses guider toutes tes actions, si tu laisses une petite partie de toi qui te dit: «C'est terrible, c'est atroce, il faut absolument que tu caches ton homosexualité, parce que imagine ce que vont penser les autres s'ils le découvrent, imagine ce que tu vas subir, bla bla». Ouais, dans ce cas-là, ça m'a pas l'air forcément très sain. Si à l'inverse, c'est quelque chose, bah, qui relève plus, d'une petite partie qui dit: faudrait être méfiant quand même» et que tu reconnais que, bah, cette partie-là de toi œuvre pour ta sécurité, mais que tu choisis néanmoins d'avancer là-dedans, tout en restant prudent parce qu'effectivement, bah, il y a certains risques peut-être. Malheureusement, on est dans une société quand même où il y a quand même, ouais, des risques. Donc te préserver, prendre soin de toi et en même temps, essayer de t'épanouir le plus possible. Alors, tac tac tac, attends, tu en train de me dire que tu convoites la même personne que moi de mono? D'accord, non. Tac, tac, tac. Tu peux me refaire le cours sur le bonheur que j'avais en terminale? Ça me manque. Le bonheur, le bonheur, le bonheur. Sur quoi je me base? Je me base sur plusieurs éléments. Sibida, effectivement, certes, j'ai pas de formation là-dedans, mais j'ai une formation dans autre chose. Et de cette formation, je me suis aperçu que la plupart du temps, les gens savaient pas forcément de quoi ils parlaient. Dans mon domaine d'expertise, je me suis aperçu que les gens
avancer un petit peu à l'aveuglette. D'une part, donc j'ai appris à relativiser la notion d'expert. Hem, L'expertise dans un domaine, c'est bien, mais ça fait pas tout. D'autre part, je me base sur pas mal d'études, je me base aussi sur pas mal de personnes qui ont quitté le système médical, actuel, pour envisager des choses alternatives. Ensuite, je dis pas: «N'allez pas voir de psychologue» ou quoi que ce soit. Honnêtement, si vous vous ressentez en difficulté ou autre, je suis là juste pour aider, mais une aide médicale peut être pertinente. C'est juste mon opinion qu'effectivement, tout ce qui relève de la psychiatrie, enfin, tout l'aspect diagnostic, des, troubles bipolaires, troubles ci, troubles ça, donc ça fera tel médicament et tel médicament. Pour moi, c'est pas forcément la solution. Je suis déjà beaucoup plus intéressé par, tout ce qui est psychologue, qui permettent d'assurer un suivi, d'assurer aussi une réflexion et une introspection qui ne s'étale pas sur une seule séance, mais sur une dizaine, une vingtaine de séances, pardon, et qui permettent d'approfondir la compréhension, donc et d'approfondir la relation avec soi-même. Le psychologue qui va agir un peu en miroir, mais aussi en miroir qui parfois va faire des synthèses, qui va parfois reformuler le propos. Ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Le truc, c'est que tout le monde ne va pas forcément voir un psychologue et que tous les psychologues ne sont pas forcément compétents, que certains ne vont pas forcément recevoir au mieux le vécu de la personne. Certains vont dire: «OK, addiction au gaming, ouais, OK, bon, bah, ils vont pas aller chercher plus loin. Donc ça, c'est un risque. Ensuite, le fait que, pour rester sur la question de d'où vient mon regard critique, ouais, bah, concrètement, on est dans une société dans laquelle il y a de plus en plus de troubles dépressifs, on diagnostique de plus en plus de choses diverses et variées, ça devient de plus en plus compliqué, ça devient de plus en plus douloureux. Certes, je pense que c'est aussi lié à l'état de notre société actuellement, la dynamique dans laquelle on est, mais en même temps, je pense qu'il y a quelque chose, d'un point de vue de la médecine qui pose question. Là-dessus, je me base sur, la séparation entre les différentes médecines. Dans la médecine plus orientale, on est quelque chose avec une approche plus holistique, une approche dans laquelle corps et esprit sont liés. Si le corps va mal, l'esprit sera impacté, mais si l'esprit va mal, le corps sera impacté et on travaille à permettre à la personne d'aller mieux dans son ensemble. Dans la médecine occidentale, actuellement, on est plus dans du diagnostic, traitement, et après, bah, la personne peut retourner au charbon. Mais ça, j'ai l'impression de l'avoir déjà un peu dit. Voilà. Oui, le fait que, bah, dans mon domaine d'expertise, c'est parfois extrêmement surprenant et je suis tombé vraiment des nues sur, la compétence. Le fait que dans le domaine d'expertise médicale, certaines personnes, même des professionnels, disent que les personnes ne sont pas compétentes. Par exemple, les ponte les personnes de référence dans le domaine, psychiatrique, dans le domaine de la psychologie, ont globalement dans les, allez, on va dire, je suis gentil, 50 ans. Heu, L'univers du jeu vidéo leur est relativement inconnu pour la plupart et c'est pas forcément quelque chose avec lequel ils sont à l'aise. Alors que de ma personne, bah, je connais cet univers, je comprends les dynamiques et je peux peut-être aider plus. Voilà, il y avait un autre élément que je voulais aborder, sur le fait que la compétence, ouais, bah, concrètement, il y a des incompétents un petit peu partout, mais ça, c'est une autre histoire. Si les médecines alternatives et concrètement, bah, ce qui marche le mieux, quoi. Si ça permet d'aider ici, je dis pas c'est à jeter totalement la médecine moderne, je dis pas c'est à garder totalement, je dis juste que je suis là juste pour aider dans la mesure de mes moyens. Effectivement, je dis ça alors que oui, ça je le savais pas d'ailleurs, merci de me prendre, mais on peut aussi souligner qu'en 2018, l'OMS a qualifié l'addiction aux jeux vidéo comme effectivement une maladie en fait. Là-dessus, ça pose énormément de questions aussi sur la compréhension par rapport à ça. Il y a des approches qui ont été tentées, donc par exemple, Marshall Rosenberg a aussi fait des études en psychiatrie, en psychologie, aux États-Unis, et c'est quelqu'un qui s'est aperçu que les résultats qu'il avait avec les méthodes classiques, les méthodes dans lesquelles
On lui disait: «Prends de la distance, te contente-toi de réfléchir sans t'impliquer, sans essayer d'établir de connexion», bah, apportait moins de résultats que lorsque il apportait son empathie, lorsqu'il apportait, sa connexion un peu CNV, communication non violente, et qu'il essayait de dénouer, ce qui parfois était noué chez la personne, et pas de le dénouer en mettant les mains dans le cambouis, mais à l'inverse, en permettant à la personne d'avoir un cadre de sécurité, un cadre dans lequel elle peut faire le bilan avec soi-même et avancer. Voilà, voilà. Tac, 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 donc c'est génial si les jeux vidéo sont, une solution pour certains éléments, mais je pense qu'il y a encore énormément de travail à faire, et je sais pas si, l'idée, que ça soit le traitement par le jeu vidéo est idéal. Et d'ailleurs je me demande pourquoi. Peut-être pour certaines maladies qui demandent une concentration, ça sera assez intéressant. Je pense quoi de l'homéopathie? Je suis pas assez, documenté là-dessus, je suis pas assez informé sur cette, médecine alternative pour dire si ça fonctionne ou pas. J'ai pas la con enfin là-dessus, j'ai pas la connaissance pour, me prononcer, et dire ça marche ou ça marche pas. Si ça marche pour certains, génial, si ça marche pas pour d'autres, bah, qu'ils essaient de trouver une autre solution. Heu, voilà, en sachant qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, je là-dessus, Sibida, tu auras peut-être l'information, mais quelque chose qui m'avait profondément marqué, c'est l'importance de l'effet placebo. J'ai vu quelques chiffres, il y a plusieurs, mois/années, selon lesquels dans un traitement, donc effet placebo concrètement, c'est des tests, on fait un groupe qui reçoit le vrai médicament, un groupe qui, reçoit le faux médicament, et on compare les effets. Et concrètement, on leur dit à tous qu'ils reçoivent le vrai médicament. L'effet placebo jouait pour majeure partie dans les 2 cas. Parce que concrètement, le groupe qui avait, par exemple, le vrai traitement, il y avait, 60 de personnes qui allaient mieux. Dans le groupe qui recevait l'effet placebo, il y avait 40 par exemple, de personnes qui allaient mieux. 40 de personnes qui vont mieux, ça veut dire que mine de rien, l'effet placebo était plus important d'un point de vue efficacité que, le médicament lui-même. Peut-être que j'ai mal compris l'effet clinique, mais effectivement, certes le médicament a eu un impact, les 20 de différence, parce que test AB, hein, concrètement, il y en a un qui reçoit le vrai médicament, l'autre qui le reçoit pas, et on mesure, l'impact. Concrètement, de ma compréhension, c'est ça les essais cliniques. Ça permet aussi de voir s'il y a des effets secondaires ou autres, mais le fait que l'effet placebo ait un rôle quand même relativement conséquent, bon, ça pose quelques questions après. Encore une fois, je suis pas du tout dans l'optique de dénigrer la médecine moderne, je suis juste dans l'optique, ouais, de dire que si d'autres approches peuvent aider, des approches alternatives, tant mieux. Je suis pas là pour dire: «Arrêtez d'aller voir les psychiatres, arrêtez d'aller voir les psychologues». Je suis là pour dire: «Écoutez, si vous avez besoin d'aide, en cet instant, en cet endroit, bah, je suis là pour vous offrir, un peu d'écoute empathique, de vous aider à creuser un petit peu avec vous-même, bah, comment vous aider, comment est-ce que vous pouvez aller mieux». Et pour ceux qui seront les viewers, je suis là pour, leur apprendre parfois deux trois trucs, sur les mécaniques, du cerveau, mais surtout je suis là pour, bah, pour qu'ils s'aperçoivent que ils peuvent avoir des difficultés, ils peuvent avoir, des éléments qui sont pas simples dans leur vie, ils sont pas seuls. Et parfois, il y a certains éléments qui vont résonner énormément, il y en a d'autres qui vont pas du tout résonner. Par exemple, je sais pas, là je vais me baser sur, Elfie Gamer, donc aux États-Unis. Lorsqu'il a fait, un stream avec, Pokémon de mémoire. Pokémon ou c'était non, je sais plus. Il a fait un stream avec, tchouk tchouk tchouk, je crois que c'est, Melina. Oui, Mélina, tout à fait. Ou aussi Pokémon, qui étaient relativement des éponges émotionnelles. Bah, pour certains qui sont plutôt dans l'ouverture émotionnelle, dans le partage, ce genre de stream a eu un énorme impact, sur eux. Ça a bien résonné avec eux. À l'inverse, parfois il y a eu des focus plus sur, la sociopathie, sur, la notion de suppresser, réprimer ses émotions, et
Il y en a d'autres qui se reconnaîtront plus là-dedans. On est tous différents, on a tous des éléments différents et encore une fois, je suis pas parfait, hein, clairement. J'ai mes faiblesses, j'ai mes doutes, j'ai mes incertitudes et j'avance avec ça et j'ai envie d'avancer avec ça, mais j'ai aussi envie d'avancer et contribuer, au monde. Voilà, voilà. Non, concrètement, encore une fois, tac, 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 frontière cérébrale, je suis sous Dulcolax. Bah, je connais pas le Dulcolax, encore une fois, je suis pas médecin. Je le mets en grand, c'est dans ma bio, et cetera. Je suis absolument pas médecin. Tout ce que je peux apporter, c'est un support psychologique, un accompagnement, parce que, bah, c'est ce qui m'a été utile. C'est ce qui m'a été utile lorsque je me sentais seul, lorsque je me sentais vulnérable, lorsque je me sentais perdu, lorsque je savais pas ce qui était important pour moi dans la vie. C'est pas des médicaments qui m'ont aidé, c'est, effectivement découvrir la communication non violente, découvrir d'autres relations à moi-même et aux autres. Donc, je souhaite pas faire d'études médicales pour ensuite, prescrire des médicaments ou quoi que ce soit. J'ai pas envie, là j'ai 27 ans, j'ai pas envie de me lancer dans 10 ans d'études médicales pour dans 10 ans pouvoir, prescrire des médicaments et m'apercevoir qu'une partie de ce que j'ai appris est en contradiction avec mes valeurs. Bref, mon objectif à moi, c'est plutôt de là où je suis actuellement, bah, pas d'apporter ma science, mais d'apporter, qui je suis et ce que l'écoute que je peux apporter aux gens. Voilà. Surtout pour prescrire des placebos, tu bien raison. Ça fait méditer, blablabla. Concrètement, tac tac tac, Gilles, je suis pas sûr que les rencontres, ça soit à cet endroit que ça ait le plus lieu, les rencontres, d'orientation sexuelle, mais voilà. Effectivement, je vise plutôt à m'orienter sur l'humanité et sur, une certaine bienveillance, une certaine empathie, le fait de partager, avec les gens et d'aider au mieux. Donc, on verra où ça nous mène, mais j'espère que, enfin, concrètement, si j'ai mon objectif, c'est, est relativement modeste, c'est de enfin non, il est pas spécialement modeste. Mon objectif, c'est juste de contribuer dans la mesure de mes moyens. Je vais faire ce que je peux sur ce stream, dans les streams à venir. Donc, soit pour, partager les connaissances dont je dispose. Après, encore une fois, je serai totalement ouvert dans les discussions, dans les commentaires, à les remettre en question, ces connaissances, à les partager, à les expérimenter, à à les questionner, effectivement. Mais voilà, j'ai envie de partager, ce que j'ai appris. J'ai aussi envie de ouais, tout simplement d'aider par de l'écoute parce que parfois le plus important, c'est d'écouter sans juger, simplement d'être là pour aider. Enfin, pour aider par l'écoute. L'écoute parfois à mes yeux est, le mode, d'aide, de soutien le plus efficace. J'ai pu le tester et ça c'est quelque chose, que je n'invente pas, hein, concrètement. Dans des situations, j'ai eu l'occasion, bah, simplement d'écouter et voir la personne en face de moi qui faisait son chemin et j'étais là pour l'écouter, parfois pour refléter, pour, souligner que là, c'était peut-être, de la colère qu'elle ressentait et parfois j'avais tort, hein. Parfois, bah, c'était pas de la colère, c'était plutôt de la contrariété, c'était, de la déception et dans ce cas-là, j'ai fait une proposition, c'est pas ça, mais ça a permis à la personne de continuer à avancer sur son chemin et d'avancer, d'avancer, parfois de dénouer elle-même la situation. C'est pas moi qui, en 1 heure et demie top chrono, vais dire: «OK, alors là, OK, j'ai cerné ta situation, tu vas faire un plan en 3 parties, tu vas faire ça et ça et tous tes problèmes seront réglés». Je suis pas ce genre de personne qui vend des miracles. Ouais, effectivement, j'ai découvert la relation humaine, Achievement Unlocked, mais comme, c'est écrit, dans la citation, c'est une qualité qui est en train de se perdre. À mes yeux, ça se perd. On n'ose plus, partager ses doutes, ses faiblesses. Heu, on estime peut-être même parfois qu'on n'a pas le droit, qu'on ne le mérite pas. Comment est-ce que
une personne qui est éduquée, dans un système dans lequel on lui dit: «Tu ne dois pas ressentir d'émotions», peut ensuite se dire: «Ouais, les émotions font partie de moi et de ce que je peux exprimer». Pareil, et ça, c'est plus orienté vers les demoiselles que vers les messieurs, heu, c'est un système dans lequel, vous avez le droit d'exprimer vos émotions, mais par contre, vous n'avez pas le droit d'avoir des besoins. C'est con à dire, mais ou homme comme femme, on a des émotions, on a des sentiments, on a des besoins et on a des demandes soit à soi, soit à l'autre afin de rendre la vie, plus belle. Je zappe ça, je zappe ça. Tac, tac, tac. Hem, de la bienveillance, encore une fois, dans le chat, c'est tout ce que j'attends. Hem, concrètement, donc, je vous invite à rester relativement concentré sur, l'aspect, bienveillance. Oui, j'ai un travail, à côté, mais ça, c'est une autre histoire. J'en pense quoi du masque? Question piège, mais concrètement, est quand même relativement utile. Heu, après, c'est surtout comprendre le pourquoi du comment, mais c'est pas le sujet de cette chaîne, en fait. Donc, voilà, voilà. Gilles, effectivement, bah, juste pas se paumer, dans, d'autres, c'est pas une question de bien ou de mal, effectivement, je me réjouis si, tu es très ouvert et cetera, mais c'est pas le lieu, quoi. Hem, Sibida, bah, concrètement, tac, 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 que dire de plus? Merci Neko. Heu Sibida, bah, ouais, effectivement, j'ai pas une expertise, au sens doctoral. J'ai mon parcours d'expérience, j'ai mon parcours de vie et à mes yeux, c'est tout ce dont j'ai besoin. Tout ce dont j'ai besoin pour faire ce que je veux. J'ai pas l'intention d'ouvrir une personne en 2 et de pratiquer, une opération à cœur ouvert. J'ai pas la compétence pour. Par contre, pour aider une personne, sur son parcours de guérison, pour l'accompagner, là, je pense avoir une compétence supplémentaire. Une compétence qui était, par exemple, déjà présente il y a des siècles, il y a des millénaires, hem et une compétence qui n'est pas dépendante de si tu as un diplôme ou non en psychiatrie, en médecine ou en quoi que ce soit. Voilà. Mais, encore une fois, j'ai regardé un petit peu sur la sphère, du Twitch, français et j'ai pas vu, de personnes streamant sur ce sujet, proposant cet élément. Tandis que sur le stream, anglais, il y a Healthy Gamer. Healthy Gamer qui, bah, là-dessus, a à la fois l'aspect, occidental, à la fois l'aspect oriental. Je l'ai pas entendu parler de communication non violente, donc je me hasarderai pas là-dessus, mais il y a des points communs et c'est là-dessus que je veux essayer d'aider, pour les Français, quoi. Pour les gamers français, comment ils le vivent et cetera. Voilà, voilà, tac, 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 les coachs en développement personnel ne sont pas tous issus du monde médical. Tout à fait, c'est je suis plutôt d'accord avec Adélas que, bah, on a tous notre parcours. Après, certains auront plus d'affinité avec l'un ou l'autre. Moi, personnellement, je m'oriente vraiment sur, de l'écoute empathique parce que c'est ça qui m'a aidé et c'est là-dessus que je me suis, entre guillemets, «spécialisé» avec parfois une petite, analyse ensuite après de comment ça fonctionne. Parce que quelque chose pour moi qui est important, c'est c'est d'accepter que on n'agit pas parce que c'est plus fort que moi, parce que j'ai pas pu résister à cette pulsion ou parce que, bah, c'est comme ça, je suis foiré de base et je suis foiré de base. Il y a des mécaniques, parfois extrêmement profondément enfouies qui sont venues aider ton système. J'en dis enfin, par exemple, il y a quelques temps, j'ai aidé une amie à ce sujet-là, sur, la question de la nourriture, sur le fait que, bah, lorsque elle a développé cette mécanique par rapport à la nourriture qui la calmait. Lorsqu'elle ressentait du stress ou de la peur ou quoi que ce soit, bah, plus jeune, elle a découvert que manger un bon coup, ça la calmait, ça l'apaisait. Donc, son cerveau, son subconscient a retenu le fait que
Stimuli extérieurs, négatifs, solution facile, manger. OK. Ça l'a aidée, c'est quelque chose qui est là pour la protéger. C'est pas quelque chose qui est totalement irrationnel. C'est un mécanisme qui a été mis en place par elle, plus jeune, pour l'aider. Mais c'est un mécanisme qui, actuellement, peut lui poser des soucis sur d'autres thématiques. Par exemple, bah, effectivement, je sais pas, gestion du poids, culpabilité, parce que d'un côté, effectivement, tu manges, mais de l'autre côté, tu dis: «Ah putain, j'aurais pas dû manger ce gâteau à la crème, j'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû faire ça», et on repart sur la culpabilité là, et ensuite que vont penser les autres? Est-ce que je peux faire ci? Est-ce que enfin, il y a tout un théâtre mental qui va se mettre en place. Donc voilà, je sais pas où ça m'emmènera. Le stream a déjà été un petit peu plus long que prévu, mais je suis en mode, discussion, voilà, donc tu pourras une ban si tu sais comment faire, Neko, bref. On verra si ça le calme ou pas. Mais effectivement, c'est voilà, on verra ce où ça nous mène, notamment la semaine prochaine. Donc, soit un stream CNV, soit un stream, CNV communication non violente. J'ai appelé, le nom de cette chaîne connexion non violente parce que à la fois je me base sur la CNV et à la fois je me base, sur, mon apport avec le gaming. Ils devaient durer combien de temps tes streams? Bah, ça dépend en fait. Les streams, de modules thématiques vont durer plutôt, je pense, aux alentours d'1 heure, parce que faire un cours de 3 heures, c'est pas forcément pertinent. Pour avoir goûté ça à la fac, bon, les cours de 3 heures, j'en retiens quoi? 15-20 minutes, peut-être un peu plus. Hem, Là, l'objectif, c'est de faire un cours maximum 1 heure et ensuite ouvrir la discussion pendant une demi heure, en sachant que j'essaierai pendant les explications aussi de rester attentif au chat, pour, parfois rebondir. Par contre, les streams plus orientés, entretien, ça sera de l'ordre d'1 heure à 2 heures, je pense. Et l'objectif, c'est de limiter à 2 heures, mais concrètement, si quelqu'un est en train de m'expliquer quelque chose qui le chamboule profondément, je peux lui dire: «2 heures, c'est fini. 23 heures, moi je plie rideau, au revoir». Mais dans l'idée, c'est quand même mon principal focus, ça va être d'aider la personne que j'ai en face de moi parce que c'est mon objectif. Après, voilà. Si ça dure 2 heures et 20 minutes, bah ça durera 2 heures et 20 minutes. Si ça dure qu'1 heure 15, ça durera qu'1 heure 15. Voilà. Voilà, donc la paix, l'amour, la bienveillance. Et ça peut sembler un peu cringe ou autre, mais voilà. Donc merci à tous de votre attention et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et oui, effectivement, 1 fois par semaine, on verra en fonction de comment ça prend, si j'ai envie d'aller plus loin ou pas, mais merci à tous.